Comment faire confiance et développer la complicité dans le couple? Un des éléments essentiels à la complicité dans le couple, c'est bien entendu la confiance. Comment parler de complicité si on ne se sent pas en confiance avec son partenaire? La confiance, c'est nécessaire pour s'abandonner à l'orgasme, ou du moins en ce qui concerne les orgasmes qui sont non mécaniques, donc les orgasmes profonds. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance en son partenaire? La confiance, ça se développe, ça s'acquiert dans le respect. Mais qu'est-ce que le respect? On l'utilise à toutes les sauces, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le respect? C'est ce qu'on va essayer d'élucider aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs types de respect, ou du moins plusieurs aspects au respect. Je vais parler ici principalement de ceux qui influencent particulièrement la relation de couple, soit le respect du territoire, le respect des limites et le respect de l'engagement. Parce qu'il y en a plus que ça naturellement, là. Le respect du territoire, ça comporte plusieurs aspects, soit le respect du corps, le respect des idées, le respect de son temps, le respect des biens matériels, le respect de sa chambre, de ses secrets, de son intimité. Premièrement, vous remarquerez que c'est très difficile d'exiger des autres le respect si on ne les respecte pas soi-même. Le respect, c'est obligatoirement quelque chose de réciproque. Sinon, il va falloir vous prendre des mesures afin de vous faire respecter ou de vous éloigner des personnes qui n'ont aucun respect envers vous. En plus, on ne peut pas s'attendre à recevoir du respect si on ne se respecte pas soi-même. On projette, on reçoit ce qu'on projette, on reçoit ce qu'on donne. Le respect du corps, ça concerne tout ce qui a rapport à votre corps et au corps des autres, c'est-à-dire autant la nourriture que vous lui offrez. Est-ce que je respecte mon corps? Est-ce que je prends soin de mon corps? La nourriture que je lui donne, est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour lui? Les soins que je lui apporte, est-ce que je suis douce? Est-ce que j'inflige la souffrance à mon corps? Est-ce que j'en prends soin de mon corps? Est-ce que je le nettoie? Est-ce que je prends soin de mon hygiène? Les vêtements que je porte? Est-ce qu'ils sont en harmonie avec ce que je suis? Ou si je m'habille à peu près n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Est-ce que l'image que je projette, c'est pour être à la mode ou c'est vraiment quelque chose qui me ressemble? Les touchers que je reçois, est-ce que je m'inflige ou est-ce que j'inflige à mon corps des caresses, des manipulations ou des souffrances qui ne font pas l'affaire pour ne pas plaire, pour ne pas déplaire à l'autre? Il n'y a pas personne qui peut toucher votre corps sans votre consentement, sans provoquer un manque de respect. Un manque de respect affecte automatiquement votre estime de soi. C'est un processus d'autodestructeur qui va s'engendrer, c'est inconscient, afin de vous punir de votre inaction. Donc, si vous ne vous respectez pas vous-même, les gens qui ne vous respectent pas, si vous ne vous faites pas respecter, ce que vous ne vous pardonnerez pas, c'est l'inaction. De ne pas vous être fait respecter. C'est ça que vous ne pardonnez pas. Ce n'est pas le geste nécessairement qui est posé envers vous, c'est le fait de ne pas avoir agi. Naturellement, on ne parle pas des enfants ici, là. On parle d'adultes et d'adultes consentants. Des fois, on consent des gestes qui ne sont pas nécessairement bons pour nous, mais juste pour plaire ou par peur de déplaire ou pour X raison. Je donne un exemple. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, j'ai reçu plusieurs corrections violentes, afin de briser mon caractère, me faire plier, me conformer à certaines convictions, certaines idées. Contrairement à ce que l'adulte qui m'infligeait ces souffrances-là à l'époque, à mon corps, même à mon esprit, pouvait croire, ça ne m'a jamais rendue docile ou même obéissante, ou du moins ça l'a été, mais de façon superficielle, temporaire, parce que en moi, c'est la rage qui bouillait en attente de l'heure de la réplique. J'ai jamais apprécié ce mode de traitement. Puis lorsque je suis devenue adulte, lorsque je suis devenue grande, j'ai jamais accepté que quiconque lève la main sur moi. Puis j'étais même prête à y laisser ma peau. J'en suis encore prête aujourd'hui à y laisser ma peau
la peur étant totalement absente quand la rage est présente, et la rage monte assez facilement, merci. Donc, je n'accepte pas aucun manque de respect envers mon corps, particulièrement en ce qui concerne la violence. Mais, curieusement, le rapport de force, ça change quelque chose d'une façon très impressionnante lorsque la peur est absente, quand on impose le respect de son corps aux autres. Vous allez voir que les gens vont reculer. Si c'est très clair dans votre tête que vous n'acceptez pas ça, ça ne se passera pas. Concernant l'alimentation, un autre exemple que je peux donner, à un autre certain moment de ma vie, là je compte plein d'histoires, j'ai cru à tort que je devais absolument être une maman à la maison, une bonne ménagère, pour être une bonne épouse. Mais ce rôle-là, ça me correspondait pas. C'était pas pour moi. Et j'ai pas écouté la souffrance intérieure que ça créait. Je me suis imposé ça. Je me suis imposé des convictions qui n'étaient pas les miennes. Donc, l'autodestruction a embarqué, a débuté. J'ai commencé à manger de la malbouffe. J'ai pris plusieurs kilos. Je me détestais. Je détestais ce que je m'imposais. Alors, je me le faisais payer. Mais tout ça, naturellement, de façon tout à fait inconsciente. Là. Un autre exemple face à l'habillement que je peux donner, c'est à cette époque-là, à la même époque de l'autre exemple que je viens d'apporter, disons que le moral n'était pas au plus haut. Hein? Et mon mari, afin de me rehausser le moral, et ignorant complètement pourquoi est-ce que j'étais si malheureuse, d'ailleurs, moi non plus, je ne savais pas plus, là, ça y arrivait des fois de me faire des surprises, m'acheter du linge. C'était très gentil de sa part. Sauf que ses choix, ça correspondait pas vraiment à moi. Ça me ressemblait pas. On n'avait pas tout à fait les mêmes goûts. Puis, pour pas lui faire de la peine, ben, je les portais quand même. Mais j'aimais vraiment pas ces vêtements-là, ça me ressemblait pas. Parce que j'ai un style particulier, j'ai un style bien à moi. Puis, j'ai besoin de me sentir bien dans mon vêtement, dans le vêtement que je porte. Aujourd'hui, j'ai exprimé ce besoin-là de choisir, d'avoir besoin de choisir ce que je porte, d'aller magasiner mes vêtements moi-même, que s'il veut donner son opinion, il a juste à être présent avec moi lorsque je fais mes essayages, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, parce que j'ai exprimé ce besoin-là, il respecte ça, il vient avec moi, il me donne ses opinions lors des essayages, mais c'est d'ailleurs c'est premièrement mon confort qui prime surtout. Un exemple avec le toucher, j'ai toujours considéré que mon corps, c'était quelque chose de très précieux. N'y touchais pas qui voulait, mais qui je voulais. C'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, ça ne changera pas. J'ai toujours été très sélective dans le choix de mes partenaires. Ça devait se sentir parce que plusieurs se sont découragés à me faire la cour et c'est parfait comme ça. Moi, j'aime les hommes qui ont du caractère, ce qui est tout à fait le cas de mon époux. Je me suis laissée tenter une fois, mais ça a été de très très courte durée. Je vous dirais que ça a été une expérience dans le fond, parce que déjà, dès la première caresse, j'ai mis fin à cette relation-là, pour la simple et bonne raison que je l'observais et c'était très clair que pour lui, c'était pas moi qui avait de l'importance, ce n'était pas mon consentement ou si c'est vraiment ce que je voulais, il s'en souciait pas. Il était dans un espace plus d'expérience et de... Donc c'était son besoin qui primait, qui passait avant tout, sans se soucier du mien. Ça, moi, je ne pouvais pas tolérer ce genre de manque de respect envers ma personne, donc ça n'a pas duré longtemps. Ne pas se respecter, c'est perdre l'estime de soi. C'est perdre l'estime qu'on peut avoir pour soi-même. Puis ça, c'est trop cher payé. Puis cette forme de respect, pour moi, a toujours été extrêmement importante. Si on parle du respect des idées et de son temps, il est essentiel de savoir quelles sont nos limites, de prendre conscience qu'on en a, premièrement, puis où est-ce qu'elles se situent. Parce que je dirais que plusieurs auront malheureusement aucune idée de leurs limites, ce qui fait que
Quand on ne connaît pas nos limites, puis ce qu'importe dans quel aspect du respect qu'on parle, là, comment est-ce qu'on veut les faire respecter? Ça a comme conséquence que on donne sans compter. On ne peut pas dire non, par peur de ne pas être aimé ou de se sentir coupable. Certaines personnes mettent aucune limite à leur disponibilité, exemple en temps, jusqu'à épuisement. Et pour citer Colette Portelance, elle dit « Le corps étant le gardien de l'être, c'est souvent lui qui nous force à dire non, nous oblige à nous poser nos limites. » Parfois, on va trop loin et j'espère que vous n'irez pas trop loin. On peut exprimer ses rêves, ses idées, ses envies à notre partenaire afin d'augmenter la complicité dans le couple. Mais cependant, si la réponse de l'autre, ça fait juste vous décourager, vous ridiculiser, vous humilier, il n'y a pas aucun respect de vos idées. Puis cette situation-là, c'est intolérable. C'est absent d'amour véritable. Si vous vivez cette situation et vous pensez être en amour avec cette personne-là, bien, posez-vous la bonne question. Avec quoi suis-je en amour? Parce que c'est sûrement pas avec la personne. Quelqu'un qui vous respecte pas, comment vous pouvez être en amour avec cette personne-là? Vous êtes peut-être en amour avec une certaine attention qu'il vous porte, avec une émotion que vous ressentez ou même l'illusion de ce que ça peut représenter pour vous. Mais c'est certainement pas de l'amour. Et la complicité dans cette relation-là est impossible. Le respect des biens matériels, la chambre. Ici, on parle de tout ce qui a rapport à ce qui vous appartient. Ça veut dire le cellulaire, l'ordinateur, les vêtements, les tiroirs, le courrier. Dans certaines familles, le respect des biens matériels est complètement absent. Votre frère, votre soeur utilisent vos choses sans votre permission, ils mettent vos vêtements, ils ouvrent votre courrier, ils fouillent dans votre tiroir. Dans vos effets personnels, ils utilisent votre ordinateur sans votre permission, ils rentrent dans votre chambre sans frapper, sans même demander s'ils pouvaient rentrer. Remarquez qu'il ne faut pas s'attendre à recevoir ce genre de traitement si vous en faites tout autant. Pour imposer le respect, on doit d'abord faire preuve de respect envers l'autre. Sinon, vous êtes bien mal placé pour exiger ce que vous refusez vous-même à l'autre. Je donne un exemple. Quand j'étais jeune fille, la très grande partie du respect du territoire, l'ensemble, n'était pas respectée du tout chez nous. Ça m'agaçait énormément, mais je ne connaissais pas d'autre chose à l'époque. Tout ce que je savais, c'est que je me sentais mal, je me sentais pas bien là-dedans. Ça me contrariait, ça m'irritait énormément. Je partageais mon lit avec ma sœur. J'avais même pas un lit juste à moi. On était chacun sur notre côté. On avait un lit toutes les deux. On partageait notre linge également. En réalité, j'avais pour ainsi dire rien à moi. Un jour, mon copain m'a offert une surprise. Il m'avait offert une robe que j'avais déjà essayée dans un magasin puis que j'avais adorée. J'étais tellement contente. C'était une surprise inattendue. Par contre, avant même que j'ai eu le temps de la mettre, de la porter, elle s'est retrouvée sur le dos de ma sœur sans qu'elle me l'ait demandé. Ça m'avait contrariée, mais j'étais habituée à ce genre de comportement déplacé à cette époque-là. C'est sûr que j'en ai pas fait de cas. Par contre, mon copain, lui, il l'a pas vu du même œil parce que chez lui, le respect du territoire et des biens matériels, c'était très respecté. C'est juste un simple exemple, mais j'en aurais des milliers comme ça. Mais prenons un exemple plus spécifiquement en rapport avec la relation de couple. Jamais, 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 mon conjoint il a ouvert une lettre qui était adressée à mon nom. Jamais. Il n'a jamais ouvert mon sac à main. Même si je donne l'autorisation, je dis oui, tu peux-tu aller chercher ça dans mon sac? Non, pas question. Il n'ouvre pas mon sac, il me l'apporte pour que je fouille dedans. Mes tiroirs de meubles, même mes tiroirs de meubles où mon linge est seulement, là, c'est juste du linge, là, il ne fouille pas là-dedans. Il n'ouvre jamais mes tiroirs de table de chevet. Il n'a jamais ouvert mon cellulaire, il ne connaît même pas mon code d'accès. Son respect du territoire est très inspirant. Je le respecte énormément pour ça. Qu'en est-il du respect de vos secrets et de l'intimité?
Ça comprend vos messages courriels, ça comprend vos textos, vos lettres personnelles, vos journaux personnels, vos appels téléphoniques, votre temps dans votre bain, dans votre douche, votre temps de sommeil, votre vécu, votre passé, etc. Vos secrets, votre intimité avec vous-même, ça appartient juste à vous. Vous êtes la seule personne qui peut décider de partager cet espace-là avec quelqu'un d'autre. L'intimité du couple, c'est les secrets, les situations que vous avez vécues ensemble. Les rêves, les peurs, mais votre vécu antérieur, ça vous appartient. Personne ne peut vous obliger de le partager si ça ne vous tente pas. Il faut respecter ça aussi. Si la personne n'est pas prête à le partager, ben, c'est peut-être parce qu'elle ne se sent pas suffisamment en confiance pour être entendue. Il faut respecter son rythme. C'est pas obligatoire non plus que ce soit mentionné, ça ne vous appartient pas, c'est son passé. Exemple. Dans mon enfance, même mon journal personnel, il était lu à mon insu. Mon courrier était lu avant moi. Je ne savais même pas que j'avais une lettre, elle était déjà lue. Mes téléphones étaient épiés. J'avais aucune vie privée. Même lorsque je prenais ma douche ou mon bain, ma soeur, mes soeurs, ma mère, n'importe qui pouvait rentrer dans la chambre de bain. On n'avait pas le droit de barrer la porte en aucun temps. Soit pour aller faire du lavage, ou aller faire d'autres choses. Zéro intimité. Zéro. On n'avait pas. Avec mon conjoint, par exemple, ça a été l'inverse. Son très grand respect ouvre complètement à la confiance et au partage. On discute beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai absolument aucun secret pour lui. Parce que je sais que je peux lui faire confiance. Il me l'a prouvé à maintes et maintes reprises et il me le prouve régulièrement, tous les jours. Le respect est toujours présent chez cette personne. Le seul côté qui a de la difficulté à respecter, c'est mon sommeil. J'adore mon sommeil. J'apprécie particulièrement pas me faire réveiller en pleine nuit. Ça, j'ai dû lui expliquer que ça me contrariait énormément et que je voulais pas me faire réveiller. Il trouve ça difficile, mais il sait que c'est important pour moi et il respecte ma demande. Malgré que c'est quand même un caprice de ma part, mais c'est quelque chose que moi, à laquelle je tiens, donc il respecte. Ça revient à dire le respect des limites. Okay? Quand on rentre là-dedans, c'est important de faire la distinction entre un caprice, justement, et une limite. C'est quoi un caprice? Un caprice, ça sert souvent à tester nos limites. Un caprice, ça peut changer selon le temps, selon l'humeur, selon la circonstance, tandis qu'une limite, ça se caractérise par nos valeurs et notre caractère. Transgresser un caprice, ben ça contrarie. Mais transgresser une limite, ça blesse. Ça engendre la perte de confiance et le sous-estime de soi. Et c'est sûr qu'on perd la confiance en l'autre. Donc, si je reviens à ma demande antérieure de mon sommeil, c'est un caprice, mais à presque une limite, parce que c'est très important pour moi. Donc, je pourrais quand même cataloguer. C'est quelque chose que je peux changer. Ça ne fait pas partie du caractère nécessairement ou d'un sous-estime quelconque. Par exemple, je pourrais dire, je ne veux pas faire l'amour ce soir, ça ne me tente pas. Ça peut être un caprice, comme ça peut être un besoin, une limite. Ça devient un caprice si j'ai pas vraiment de raison. Okay? C'est juste parce que bon, je n'ai pas d'humeur, ça ne me tente pas, là, tout simplement, ou parce que je veux le contrarier. Volontairement ou involontairement. Ça arrive, des fois, c'est monnaie de chantage. Ça devient une limite, par contre, si la raison, c'est parce que, franchement, je me sens pas bien. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de discuter, soit émotionnellement, je me sens pas bien, ou physiquement, je me sens pas bien, il y a une douleur, il y a quelque chose. C'est une limite. Je pose la limite. Je dis non, ce soir, je peux pas. Mon corps n'est pas réceptif, ou ma tête n'est pas réceptive, ou je ne suis pas réceptif. Ça, c'est une limite. C'est pas un caprice. Mais quand c'est parce que, bon, ça me tente pas, là, ou tu m'as fait chier aujourd'hui, il faut essayer de voir la distinction vraiment entre le caprice et la limite. Fait que, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de désir. Ça arrive, j'en entends souvent ça. Il y a beaucoup de femmes qui vont arriver puis qui vont me dire ben je le désire plus, ça me tente plus. Qu'est-ce qui vous tente plus? Qu'est-ce que vous ne souhaitez plus? Le désir, c'est un souhait. Donc, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus?
Est-ce que c'est vraiment faire l'amour que vous ne souhaitez plus? Ou c'est la façon que vous faites l'amour que vous ne souhaitez plus? Ou c'est vraiment faire l'amour avec cette personne-là que vous ne souhaitez plus? Posez-vous les questions. L'engagement du respect. Lorsque vous vous engagez dans quelque chose, respectez votre parole. Vous avez dit que vous iriez chercher les enfants en garderie à 5 heures, bien faites-les. Puis si vous ne le faites pas, bien soyez pas étonnés qu'on n'ait pas confiance en votre parole. Apprenez à savoir d'avance dans quoi vous vous engagez avant de dire oui ou non. Un bon exemple que je pourrais donner, c'est celui de l'engagement amoureux. Parce que si vous n'avez jamais discuté de l'importance que la relation soit exclusive pour vous, si vous n'avez jamais discuté de ça, bien vous ne pouvez pas dire s'il y a eu, soit de votre part ou de la part de l'autre, que vous avez eu une aventure extérieure, que vous avez trahi le couple. Parce que chacun voit les choses à sa manière. C'est essentiel de discuter de nos valeurs. Nos valeurs ne sont pas les mêmes pour chaque personne, donc discutez-en, c'est important. Qu'est-ce qui compte pour vous? Puis ne pas prendre ça pour acquis, définitivement. Personnellement, moi, j'ai toujours exprimé très, très clairement mon besoin d'exclusivité dans ma relation amoureuse avec mon conjoint. Pas que je sois une personne jalouse, pas du tout. Que si j'ai confiance, j'ai pas raison d'avoir de sentiment de jalousie, mais je demande l'exclusivité. Puis, le besoin est partagé également par mon conjoint. C'est quelque chose qu'on a discuté. Un jour, j'ai un ancien copain d'école qui vient me voir comme ça. J'avais un magasin, j'avais une boutique, il rentre, puis surpris, on dit, ah ben, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais de bon? Puis, je me souviens que j'appréciais particulièrement cet homme-là, ce garçon-là à l'époque, parce que c'est un gars à l'école. Puis s'il m'avait demandé de sortir à cette époque-là, j'aurais sûrement dit oui. Et parce qu'il me plaisait beaucoup. Puis là, ben voilà qu'il me raconte qu'il est séparé. Là, il est tout seul. Puis que, ah mon Dieu, à l'époque, il m'aurait donc demandé de sortir. Puis ben, j'étais bien niaiseux pour l'avoir fait. Parce que je t'aurais dit oui. Fait qu'il a fait, oh non, dis-moi pas ça, je vais regretter ça le restant de mes jours. Too bad. Fait que, mais à cette époque-là, moi, je me sentais seule aussi, parce que mon mari faisait des heures de fou. Il travaillait de soir, je travaillais de jour. On se croisait, pour ainsi dire, on se voyait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup de temps de qualité. Puis, ça me faisait plaisir de le voir. J'ai dit, écoute, viens donc prendre un café à la maison, on va pouvoir continuer à discuter si tu as le temps. Tu sais. Puis, fait qu'il me dit, non, je ne peux pas y aller. Parce qu'il dit, si j'y vais, il dit, je ne sais pas si je vais être capable de me retenir. Ça peut être dangereux pour ton couple. Je reste un peu assommée par ce commentaire-là. Puis il est parti. Je fais OK. Moi, je me sentais pas en danger. Mais je me suis posé la question. Est-ce qu'il aurait pu y avoir danger? Est-ce que j'aurais pu me laisser tenter par une aventure? Là, j'ai bien réfléchi, puis je me suis dit, ben, je sais pas, je connais pas la réponse à cette question. Je sais peut-être, j'en sais rien, ça m'a troublée. Donc, ce soir-là, j'ai attendu que mon mari rentre, puis on a discuté. Parce que ça m'avait troublée. Puis j'y avais dit, écoute, j'aime pas ce que j'ai ressenti. J'aime pas avoir la réponse à cette question-là. Ça veut dire que je me sens pas solide. Donc, il y a quelque chose qui manque dans le couple. Et ça veut dire que je m'ennuie. Je suis en manque affectif. Fait qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup pleuré même cette soirée-là. Mais j'étais contente d'avoir été honnête avec lui, d'avoir dit ce que j'avais ressenti. Puis de mes inquiétudes face à ça, même si c'était rien passé, le fait est que je sais pas si ce serait rien passé, justement. J'avais aucune idée. Donc, on a décidé ce soir-là qu'il était temps de changer nos horaires, puis de se trouver plus de temps de qualité. Parce que, oui, c'est une situation qui pouvait devenir dangereuse. Donc, on a modifié ça. C'est ça que ça fait, la confiance, hein? Le respect. C'est que ça permet de pouvoir ouvrir la discussion à ce genre de conversation-là, qui est vraiment pas évidente là, à faire. Donc, en conclusion,
si vous envisagez une relation à long terme, quelque chose de solide, vous devez de faire confiance, de vous faire confiance mutuellement l'un l'autre. La confiance dans toute relation d'amitié est essentiellement basée sur le respect. Sans respect, il ne peut pas y avoir de relation ou même d'amour. Parce que l'amitié et l'amour, c'est semblable. La nuance, dans le fond, entre les deux, c'est le désir sexuel. L'amour, c'est un sentiment qui grandit dans le respect et la confiance. Donc, je vous souhaite grandement de prendre le risque de vous faire confiance et de développer votre relation dans le respect.